Il y a des moments dans une relation où, sans qu'il y ait de crise, sans dispute majeure, quelque chose se déplace, ça peut être subtil, on aime toujours, on tient à l'autre et pourtant on se surprend à penser qu'on n'est pas dans la même équipe. C'est pas une accusation ou une conclusion définitive, c'est un sentiment, souvent un signal intérieur qui peut être très fin, ténu, mais qui peut véritablement abîmer la relation parce que on commence à regarder son partenaire comme quelqu'un en face plutôt qu'à côté. Bien d'autres manières de lire la relation changent. Les gestes prennent une autre couleur, les paroles sont interprétées différemment et parfois on a l'impression que ce que l'autre fait n'est plus fait par amour, mais par habitude, par défense ou par intérêt personnel, dans une forme de négligence, soit du lien, soit de soi-même. Dans cet épisode aujourd'hui, je te propose un déplacement que je qualifierais de simple, mais qui en même temps est profondément transformateur pour réactiver une posture intérieure qui change tout. On va voir ensemble comment naît cette impression de ne pas être dans la même équipe, pourquoi elle fausse notre perception de l'amour et surtout comment retrouver une lecture plus juste, plus apaisée, plus vivante de ce que ton partenaire fait réellement pour toi. Et surtout reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager 2 réglages simples pour que tu puisses vraiment continuer à vivre avec la conviction profonde d'être dans une relation d'équipe et peut-être même, si besoin est, d'être aidé pour envisager de retrouver l'esprit d'équipe s'il est véritablement affecté. Donc, ce podcast est là pour t'aider à te souvenir que bien souvent vous êtes encore dans la même équipe et qu'il suffit parfois d'un ajustement intérieur pour rejouer ensemble. Quand on a le sentiment de ne pas être dans la même équipe, c'est pas un signe de rupture. C'est pas non plus parce qu'on manque d'amour ou qu'on a le sentiment que l'autre manque d'amour envers soi. C'est une posture qui change avec le temps, généralement, parce qu'il y a eu aussi quelques événements qui sont venus comme signaler ou faire naître ou arroser déjà la conviction de ne pas être dans la même équipe que son partenaire. Alors même si tu arrives pour la première fois sur un podcast Couple Heureux, je t'introduis dans cette idée d'être dans la même équipe parce qu'un couple est gagnant, on va vers le succès quand on est dans la même équipe. Donc si tu entends ça pour la première fois, bienvenue, parce qu'en fait le couple n'est pas naturellement une équipe. Une équipe naturelle n'existe pas. Que ce soit dans un sport, que ce soit dans un art, quel que soit le domaine, on crée une équipe. On a un esprit d'équipe qui ne tombe pas comme ça du ciel. On peut demander à n'importe quel coach. Un esprit d'équipe se crée, ça se fonde. Et il suffit d'avoir un changement dans la manière d'envisager l'équipe pour que l'équipe en question gagne des points, perde, soit plus fort, soit plus faible, manifeste des faiblesses ou des forces spécifiques. Un des atouts incontournables de la relation conjugale, c'est qu'on est équipe. Mais sous fatigue, sous stress, blessure, incompréhension, on peut basculer dans une lecture défensive en se plaçant en victime, en se plaçant en solitaire, en se sentant seul dans son couple. C'est un des signes qui montre que l'on n'est plus dans le sentiment d'équipe, si tu te sens seul dans ton couple. Alors, on va avoir comme conséquence d'interpréter les actes comme venant d'un allié, si on est en équipe. Mais si on se sent plus équipe, on aura la tendance à interpréter les actes de notre partenaire comme étant celles d'une hostilité, d'un adversaire, comme venant de quelqu'un d'en face et pas de quelqu'un qui joue dans la même équipe que nous. Donc là, il y a véritablement quelque chose qui, même si c'est inconscient, est une bascule qui va déclencher un phénomène dans lequel on se voit penser autrement. On ne décide pas du jour au lendemain de dire « Allez, mon partenaire, c'est mon adversaire ». C'est quelque chose qui s'installe doucement, presque dans une sorte de logique de cohérence et qui va nous amener à regarder les choses autrement. Je le répète à toutes les personnes que j'accompagne en coaching, nos yeux sont davantage des émetteurs que des récepteurs. Par conséquent, le sentiment d'être équipe, c'est quelque chose que l'on émet de soi-même. On n'en est pas conscient au début de la relation. On se dit « Oh là là, on est tellement bien l'un avec l'autre, c'est formidable, on s'entend bien, on est équipe ». Même si tu n'as pas formulé ces termes, c'est comme ça que tu l'as vu. On se complète, on a les mêmes goûts, même si on n'a pas besoin d'avoir les mêmes goûts pour être un couple heureux, on se fait croire ça. Parce que dans la réalité, on se rend compte qu'au bout de quelques années, c'est pas vrai, on n'a pas les mêmes goûts. Il arrive qu'on ait les mêmes goûts dans certains domaines, mais on voit qu'il y a des nuances de goûts.
On avait du plaisir à faire la même activité, mais au bout d'un moment, au bout de quelques années, on n'a plus de plaisir à la faire de manière commune. Et parfois, on se dit, oui, mais c'est la preuve que notre amour s'est effrité. Non, c'est juste qu'il y en a un qui a fait l'effort de se faire croire qu'il avait les mêmes goûts que son partenaire, alors que ce n'était pas le cas. C'est peut-être parce que l'un des deux partenaires a changé et que c'est inhérent à ce changement et que c'est pas mal ou bien d'avoir changé. C'est comme ça, c'est un fait. Mais on n'a pas besoin d'avoir les mêmes goûts pour être heureux. Ce dont on a besoin, c'est d'être dans la même équipe, par contre. De se dire, on ne joue pas ou on ne se bat pas l'un contre l'autre, mais on se bat ensemble. Pas forcément contre. Je préfère qu'on se batte pour que de se battre contre. Quand on se bat contre, on a plutôt tendance à détruire, à vouloir protéger. Alors parfois, il y a des couples qui sont heureux parce qu'ils ont devant eux des adversaires communs et ils font équipe. Bingo! Mais je préfère qu'on soit heureux parce qu'on n'a pas d'adversaire commun, mais qu'on veut construire, on a une vision, on a un projet, on va s'épanouir, on va grandir, on va créer, on va rêver, on va faire plein de choses qui sont également, mais beaucoup plus constructives que se battre contre, mais qu'on va faire également en étant ensemble, l'un avec l'autre, dans une coopération. On va regarder l'avenir ensemble. On va montrer qu'on veut construire quelque chose ensemble. On veut se connecter ensemble. On veut être une équipe parentale. On veut être une équipe pour être le bras droit de son partenaire. S'il en a besoin, s'il l'exprime, peut-être même si on est candidat et qu'il l'accepte, on va faire équipe d'une manière ou d'une autre. Je suis en train de dire que c'est pas parce que j'ai le sentiment que mon partenaire ne fait pas équipe que l'amour a disparu. Il est simplement devenu non perceptible parce que j'ai fait un réglage différent de ma caméra, de mes yeux, qui sont davantage des émetteurs que des récepteurs. Par conséquent, c'est ma lecture de la situation qui m'a amené à regarder notre relation conjugale comme étant plus celle d'une équipe. Tu comprends déjà que, même si je ne suis pas encore arrivé, le réglage sera à faire sur ta caméra, sur tes projecteurs, tes émetteurs. J'y reviendrai dans un petit moment. Mais d'abord, une des conséquences du fait d'avoir la conviction qu'on n'est plus dans la même équipe, c'est qu'on pense en attaque. On se dit que quand le partenaire fait ça, il nous attaque. Si on avait dit qu'on convenait de se mettre d'accord sur une chose et qu'il ne la fait pas, c'est qu'il m'attaque, c'est qu'il ne me respecte pas. Si mon partenaire me dit quelque chose qu'il n'apprécie pas, j'aurais besoin de me défendre parce que j'ai le sentiment d'être attaqué. Et puis si mon partenaire fait ou dit quelque chose qui, je ne sais pas quoi, je vais, si je me sens trop blessé, me replier. Parce que forcément, il est en train de m'attaquer, il est en train de me dérespecter, il est en train de marcher sur les plates-bandes, il est en train de me viser, il est en train de chercher à me fragiliser, de me minimiser, de me réduire, de m'humilier, de le rejeter pour éviter de trop souffrir. Et puis s'il me dit quelque chose, quoi que ce soit, qui pourrait peut-être ressembler à ce qui pourrait être activé dans une blessure, qu'elle soit la blessure de rejet, abandon, humiliation, trahison ou injustice, je vais surréagir parce qu'en plus, mes blessures sont à vivre, surtout si je n'ai pas travaillé dessus. En réalité, ce n'est pas parce que l'amour n'est plus visible qu'il n'est plus là. Je le répète, ce n'est pas parce que l'amour n'est plus visible qu'il n'est plus là. C'est souvent parce que le réglage intérieur n'est plus le bon. Et je voudrais même te poser la question, à laquelle tu pourras répondre très facilement. Est-ce que tu as déjà vu l'amour ? C'est pas mal comme question, hein ? Tu t'attendais pas du tout à ça. Mais en réalité, comment tu peux prouver que l'amour est là ? Comment tu peux me prouver là que ton partenaire t'aime ? Tu es en difficulté parce que tu prends conscience qu'en fait, tout ce que tu as interprété comme étant de l'amour de ton partenaire ne vient pas de ton partenaire. C'est toi, avec tes yeux qui sont davantage des émetteurs que des récepteurs, qui a décidé que ce que faisait ton partenaire, c'était de l'amour. Mais tu n'as aucune preuve de ça. Parce qu'en réalité, on ne peut pas prouver l'amour. On ne peut pas prouver l'amour. L'amour ne fait appel à aucun moyen support qui permet de le prouver. Tu as choisi de croire que l'action qu'a faite ton partenaire quand vous avez commencé à vous fréquenter 2 jours après ou le jour même, le premier baiser, c'était de l'amour. Tu as choisi d'interpréter que ce qu'il a fait à tel ou tel moment de votre vie conjugale était de l'amour. Tu as choisi d'accueillir les moments où il t'a manifesté des formulations de demande que c'était de l'amour. Tu as choisi d'interpréter les moments où il venait faire l'amour avec toi, avoir un rapport sexuel en disant c'est de l'amour. Mais tu n'as aucune preuve
que c'est de l'amour. Attention, je ne suis pas en train de te fragiliser la relation en te disant pop, attention, ton partenaire, t'as raconté les salades, tu t'es fait mener en bateau, parce qu'en réalité, il n'y avait rien qui était de l'amour là-dedans. Il t'a utilisé, il a abusé de toi. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Donc si tu pars sur ce chemin, fais pause, reviens au rond-point, et on va prendre un autre embranchement, parce que là, tu es en train d'aller dans une direction qui n'est pas du tout celle que j'ai voulu emprunter. Je suis en train de te dire qu'en réalité, c'est toi qui as choisi de qualifier d'amour les actes de ton partenaire. Je ne suis pas en train de dire que les actes de ton partenaire n'étaient pas amour. Le mieux placé pour répondre à ça, c'est lui ou elle. La responsabilité d'interpréter l'action, la non-action, la parole, le silence de ton partenaire en attribuant de l'amour t'appartient à 100%. Toi seul peux déterminer ça. Et la responsabilité consistant à considérer que ton partenaire n'est plus dans la même équipe que toi t'appartient à 100%. Toi seul peux déterminer si ton partenaire est dans la même équipe que toi. Ça appartient à ton sentiment, à ce que tu projettes. Je reviens encore sur tes yeux émetteurs. Parce qu'en réalité, c'est pas ce qu'il fait qui compte, mais c'est la manière dont tu lis ce qu'il fait. C'est ton intention d'accueillir ce qu'il fait qui est déterminante. Et pour éclairer ce propos, je pourrais te dire que la même action peut être mue par des centaines d'intentions différentes, des milliers, des dizaines de milliers d'intentions différentes. Par conséquent, la lecture de l'acte de quelqu'un ne nous suffit pas à connaître sa motivation. Il est donc évident que nous projetons à notre insu, ou intentionnellement quand on le fait en pleine présence, l'idée que cet acte veut dire ceci ou cela, en acceptant que pour quelqu'un d'autre, ça puisse vouloir dire autre chose. En l'occurrence, dans ta relation avec ton partenaire, quand ton partenaire fait tel geste, telle manière de te regarder, te dit les choses de telle manière, sur tel ton, tu détermines que c'est de l'amour. Et quand il dit telle parole, qu'il a telle attitude, qu'il te regarde d'une manière spécifique en te parlant sur tel ton, tu peux déterminer que ce n'est pas de l'amour. C'est toi qui peux déterminer que vous êtes dans la même équipe, et c'est toi qui peux déterminer que vous n'êtes pas dans la même équipe. Tout ça t'appartient. J'insiste pour dire que je ne suis pas en train de te dire que, attention, ton partenaire est en train de te mener en bateau, que vous n'êtes pas dans la même équipe, que vous faites fausse route, et que tu devrais remettre en question tout le début de ta relation. Comme certaines personnes qui me disent, mais il me dit que ça fait X années qu'il ne m'aime pas, ça veut dire qu'il m'a menti pendant X années, m'a-t-il véritablement aimé ? Ce genre de question ne t'appartient pas. Ça appartient à la vie de ton partenaire. Alors je sais qu'on est curieux, on voudrait, comme dans les magazines People, tourner les pages en disant en arrière, mais à la page 3, est-ce qu'il m'a vraiment aimé quand il m'a offert le bouquet de fleurs parce qu'il m'a dit que ça fait des années qu'il n'était pas heureux avec moi ou qu'elle n'était pas heureuse avec moi. Ça ne t'appartient pas en réalité. À quoi bon te demander s'il y a 5 ans, ça fait 3 ans qu'il te trompe, ou même ça fait 5 ans qu'il te trompe, est-ce que depuis 5 ans qu'il te trompe, est-ce qu'il t'aimait véritablement ? C'est à lui de répondre à la question. Et il est possible, même si ça te désarçonne, que la réponse soit affirmative. Et qu'on ne soit même pas dans le polyamour. Il est possible que, même si ça fait 5 ans qu'il te trompe, qu'il soit dans un amour pour toi, dans lequel il a trouvé un moyen de répondre à une partie de ses besoins, par un autre biais, sans pour autant que ça remette en question l'amour pour toi. C'est difficile à entendre, j'entends bien. Mais je ne peux pas te le dire. En réalité, le jour où tu te surprends à penser que ton partenaire ou ta partenaire ne fait pas ça par amour, je voudrais que tu ne prennes pas comme une conclusion. Le jour où tu te surprends à penser que ton partenaire n'est pas dans la même équipe, que tu ne le regardes pas comme étant une conclusion, mais comme un signal. Comme un signal qui s'allume chez toi, pas dans l'acte de ton partenaire, mais chez toi, même si, comme je viens de le dire, il a une relation conjugale, extra-conjugale, depuis 5 ans. Ce n'est pas parce qu'il a une relation extra-conjugale depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 1 an ou 6 mois qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il a une relation extra-conjugale depuis X temps qu'il n'est pas dans la même équipe que toi. C'est un signal qui indique que l'alliance intérieure est fragile, qu'il y a des fuites. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas alliance. Ça veut dire que l'hypothèse d'amour n'est plus le point de départ. Et là, c'est quelque chose qui est difficile, qui est désarçonnant, parce que tu te dis, mais c'est pas possible. Il peut pas m'aimer en ayant des relations extra-conjugales. Si,
Je te l'ai déjà dit, je le redis, parce que c'est difficile à entendre, et que ça peut venir heurter des convictions que tu as qui sont profondes. Il ne peut pas m'aimer en me parlant comme il le fait. Si. Il ne peut pas m'aimer en ne me respectant pas, vu son attitude. Si. Ce n'est pas incompatible. Il peut t'aimer et avoir une attitude que tu trouves non aimable. Il peut t'aimer et faire des choix que tu trouves inacceptables. Il peut t'aimer et, même parfois, porter atteinte à ton intégrité. C'est pas parce qu'il a fait preuve de violence physique avec toi qu'il ne t'aime pas. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu restes avec lui, systématiquement. Mais ne mets pas les choses dans deux camps. Ça nous arrange. Ça nous permet de, parfois, prendre nos clics et nos claques et s'en aller. Ça nous permet de rentrer dedans, de justifier des choses, de prétexter des raisons. Là, je suis en train de te parler de la vraie vie. Ce n'est pas parce que ton partenaire a une attitude qui pourrait laisser penser ou qui te convainc que vous n'êtes pas dans la même équipe que vous n'êtes pas dans la même équipe. Cette perception qui relève d'une projection de tes émetteurs dit quelque chose sur ton état intérieur à cet instant-là. Et ça peut produire un apaisement finalement, de te dire mais mon partenaire n'est pas un adversaire en réalité. Je suis en train de vivre quelque chose pour avancer sur moi-même au point d'avoir utilisé mes émetteurs ou mes projecteurs pour donner une teinte particulière à la relation que j'ai avec mon partenaire. Alors il me vient une question. Pourquoi ton partenaire montre souvent de l'amour sans que tu le vois ? Et par voie de conséquence, pourquoi pourrait-il être dans une équipe adverse alors qu'en réalité, il est à tes côtés ? Premièrement, parce qu'on ne voit pas l'intention de l'autre. Il n'est pas possible de voir l'intention de l'autre. On voit uniquement le comportement qui est filtré par notre état d'esprit, qui est filtré par nos blessures. Ton partenaire fait beaucoup plus de choses par amour que tu ne l'imagines. Et parfois, il le fait maladroitement parce qu'il souffre, parce qu'il a mal, il ne sait pas comment faire. Il te l'a dit, il te l'a montré, tu n'as pas compris, tu n'as pas entendu, donc il va le refaire, il va le faire plus fort. Et tu te dis, mais c'est parce qu'il ne m'aime pas, alors qu'il est en train de te crier qu'il t'aime. Mais comme ça ressemble à des cris, à des larmes, à des claquements de porte, ou à de la violence verbale, tu te dis, c'est la preuve qu'il ne m'aime pas. Alors qu'en réalité, il est en train de te crier son amour. Et je sais, t'aimerais bien qu'il le chante. Mais il y a des états de souffrance dans lesquels on n'arrive pas à chanter. Parfois, on n'arrive même pas à pleurer. Quand on est habitué à une émotion, on se réfugie en elle pour manifester son mal-être. Ça peut être l'émotion de colère. Ça peut être une attitude de repli. On va se mettre dans sa caverne parce qu'on ne sait plus quoi faire, sentiment d'être démuni. Mais c'est pas parce qu'il ne parle pas par un langage que tu attends qu'il ne te dit pas son amour. Ce n'est pas parce qu'il ne te parle pas par un langage que tu attends ou que tu comprends qu'il ne te dit pas son amour. Il veut vraiment, généralement, te dire davantage son amour que tu ne l'imagines. Et j'aimerais m'appuyer sur une parole du Christ qui dit « Celui qui aime ne soupçonne pas le mal ». Et je pense que, croyant ou pas croyant, je m'en fiche complètement. Dès lors que tu commences à soupçonner le mal, et par voie de conséquence, en considérant ton partenaire comme étant dans l'équipe adverse, c'est toi qui n'aimes pas. Tu n'es pas sur le chemin de l'amour, parce que, d'après cette parole, celui qui aime ne soupçonne pas le mal. Donc je me dis pas que tu es dans l'équipe adverse, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Nous qui sommes dans la même équipe. On est d'accord ? Marc Aurèle disait que apprendre à ne pas prêter d'intention hostile à l'autre est une voie de libération. On a à gagner là-dessus. Je choisis, tu peux le répéter après moi, je choisis de ne pas prêter de mauvaises intentions à mon partenaire. Je choisis de ne pas prêter d'intention hostile, pour reprendre la parole exacte de Marc Aurèle. Ou je choisis de ne pas soupçonner le mal, de ne pas mettre mon adversaire dans le camp que j'ai choisi de lui attribuer. Une manière de se dire qu'en fait, revenir dans l'équipe, c'est d'abord un choix que je fais, un choix de lecture qui m'appartient à moi, avec mes yeux qui sont des émetteurs, plus que des récepteurs. Et de ce fait, je reviens dans la même équipe. Et c'est parce que je me replace dans la même équipe que je peux recommencer à jouer autrement, vraiment mieux, la partition la plus adaptée à notre relation avec mon partenaire. J'insiste bien sur le fait qu'il est possible de recommencer à jouer une partition conjugale
véritable quand je me suis replacé dans la même équipe que mon partenaire, ou quand j'ai replacé mon partenaire dans la même équipe que moi. Parfois, on veut aller plus vite en disant oui, ce serait bien qu'on s'entende mieux avant de recommencer à faire équipe. Non. Pas du tout. Replacez-vous tous les deux dans la même équipe. Et là, commencez à jouer ensemble. C'est comme si sur un match de foot, j'attends que mon partenaire me fasse un signe clair qu'on est dans la même équipe avant de lui faire la passe. Tant qu'il ne me fait pas un signe clair en me disant « Ouais, c'est bon, je suis dans ton équipe, je fais pas la passe, non, je garde la balle pour moi ». Comment peut-on gagner un match en fonctionnant comme ça ? Tu comprends que si j'attends que mon partenaire me signale clairement qu'il est dans la même équipe que moi avant de lui faire la passe, je crée l'échec de mon match, de notre match. J'ai besoin de croire, avant de lui faire la passe, avant d'avoir l'intention de lui faire la passe, que nous sommes dans la même équipe. C'est ça qui va faire en sorte que je vais faire la passe. Je vais pas attendre de preuves. Je vais pas attendre de signes de sa part. Je vais me mettre sur le même banc que lui et courir contre le même goal que lui. Au lieu de dire non, moi j'attends d'avoir la preuve. Dans cette même dynamique, n'attends pas que ton partenaire change de posture avant de créer la relation. Souvent on me dit Pascal, notre relation conjugale elle va pas bien parce que il y a un problème. Alors quel est le problème ? Dis-moi. On a un problème de communication. Parle-moi de ton problème de communication. Et pendant que j'entends le couple, en fait, je me rends compte qu'il y a un problème de connexion. Comment veux-tu communiquer avec quelqu'un quand il n'y a pas de réseau ? C'est pas possible. On établit d'abord le réseau, synonyme. On se place dans la même équipe, on se met sur la même fréquence, et là on peut communiquer. Parce que je peux communiquer tout ce que je veux. Si on n'est pas sur la même fréquence et que mon partenaire ne me reçoit pas, c'est pas possible. Si je suis pas sur le même terrain que mon partenaire, si je le place comme un adversaire, il y a une logique évidente qui fait que je vais pas lui faire la passe. Ou quand il shoot le ballon vers moi, je vais peut-être avoir l'impression qu'il m'en veut. J'ai déjà vu au tennis des gens qui jouent au tennis, un couple qui joue au tennis, et il y en a un qui est tellement fâché, il lance sa balle tellement fort, et au lieu en fait de jouer véritablement au tennis, il frappe la balle pour que la balle heurte son partenaire. Je pourrais regarder cette image en disant que si vous jouez dans la même équipe avec ton partenaire, on va dire en double au tennis, et que la frappe de ton partenaire fait que tu te prends la balle, tu vas pas te dire mais qu'est-ce que tu as, pourquoi tu m'envoies la balle ? Ce serait le signe que tu penses que vous n'êtes pas dans la même équipe. Si on part sur le principe qu'on a évoqué tout à l'heure avec Marc Aurèle et le Christ, apprendre à ne pas prêter d'intention hostile à son partenaire ou bien ne pas soupçonner le mal, je pars du principe que si la balle que mon partenaire a renvoyée m'est arrivée dessus, c'est un accident. Je ne vais donc pas lui en vouloir, même si j'ai eu très très mal. Je dis, waouh là là, quand t'as renvoyé la balle, je me suis prise en pleine tronche. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es gonflant, t'es casse-pied, tu fais ça ? Non. Je pars du principe qu'il n'a pas d'intention hostile. Je ne soupçonne pas le mal. Par conséquent, je suis convaincu que c'est une incompréhension, que c'est un mal-geste, un mauvais réglage de sa part qui fait que j'ai reçu la balle en pleine figure ou en pleine tête. Je t'ai parlé au début de ce podcast de 2 réglages qui sont transformateurs. Eh bien, je vais tenir mon engagement pour te les présenter. Le premier réglage, il est un petit peu bizarre, je te l'accorde. Mais je vais te le présenter, parce que normalement, je le présente quand même pas dans les podcasts, ni au niveau 1 des personnes qui sont dans le programme avec moi, mais au niveau 2. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont bien avancées et qui, même si elles ne sont pas dans un programme couple heureux, peuvent comprendre ça. Et ce qui me donne envie de le partager également, c'est que je l'ai vécu cette semaine dans un groupe. J'étais très surpris d'ailleurs que quelqu'un propose ça, parce que je savais même pas que d'autres personnes pouvaient proposer cette approche, mais le monde s'est ouvert devant moi quand j'ai découvert ça. C'est de choisir volontairement, en pleine conscience, de conserver une alliance. Je vais me dire, ok, nous sommes dans la même équipe. Je ne cherche pas à me convaincre, je le prends comme un fait. La preuve que nous sommes dans la même équipe, c'est que nous sommes couple et que mon partenaire ne m'a pas dit qu'il veut quitter l'équipe. Donc on parlait de preuve tout à l'heure, on prouve pas l'amour. Mais si mon partenaire veut partir, il part. S'il est là, et qu'il n'a rien explicité dans cette direction, c'est qu'il a choisi d'être là. Personne ne l'a obligé. À moins qu'il ait une menotte à la cheville qu'il attache à la table. J'espère que tu as laissé des clés à côté si tu fais ça, et que tu ne le feras plus jamais. Donc tu choisis volontairement l'alliance. Je choisis le couple. Je choisis d'être avec. Et notamment toi. Et à partir de là, ça on est dans la tête, je choisis d'eux. Je te demande de descendre dans tes tripes. Et de visualiser qu'au niveau de ton être tout entier,
de la tête aux pieds, tu émets un flux d'amour qui va vers ton partenaire, qui l'enveloppe, qui le pénètre, qui le caresse, qui le réchauffe, qui le remplit. Tu peux prendre l'image que tu veux. Mais quelque chose de toi, d'intentionnel, va vers lui comme un don. Et là, tu redeviens acteur du lien. Attention, je ne suis pas en train de te dire que tu envoies quelque chose, tu émets quelque chose et tu attends qu'il y ait quelque chose qui vienne en retour. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de mettre de l'amour, de donner volontairement, consciemment, intentionnellement de l'amour en redevenant acteur du lien. Tu n'attends pas. Tu envoies. Tu offres et tu donnes. Mais oui, parce qu'en fait, l'amour, c'est pas d'avoir les mains en position d'attente. C'est d'avoir les mains en position de don. Envoyer de l'amour, c'est pas se nier. Ce n'est pas s'écraser, même si tu as le sentiment que ton partenaire ne t'aime pas. Mais je rappelle que ce n'est pas parce que tu as le sentiment que ton partenaire ne t'aime pas qu'il ne t'aime pas, il est possible qu'il souffre. Mais envoyer de l'amour, t'impliquer réellement dans le don, c'est réactiver l'équipe, c'est renforcer l'équipe, c'est confirmer ta décision, ta volonté de considérer ton partenaire comme étant assis sur le même banc que toi, dans ton équipe. La deuxième démarche, qui a déjà été effleurée depuis le début de notre entretien de ce jour, c'est de sortir du jugement. Poser l'hypothèse que l'autre n'est pas contre toi. Et tu es conscient qu'il y a un préjugé là, parce que est-ce que tu as attendu le micro pour dire à ton partenaire, est-ce que on fait encore équipe parce que tu es contre moi? Quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi, est-ce que c'est parce que tu es contre moi? Quand tu as parlé mal de moi à ma mère ou à mon frère, est-ce que tu étais contre moi? Quand tu m'as manifesté de la colère ou un désaccord fort, est-ce que tu étais contre moi? Et je suis prêt à parier que la probabilité que ton partenaire te réponde par l'affirmative est faible. Parce qu'il va te dire, mais non, c'est pas contre toi, c'est contre ce que tu as fait, contre ce que tu as dit, ou bien j'étais en souffrance, j'étais vraiment mécontent, en désaccord, mais ça n'a rien à voir avec toi en réalité. C'est que je suis pas d'accord avec ce que tu as fait, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je te renvoie à toi. Par conséquent, je vais arrêter de soupçonner. Et là, je peux même m'appuyer sur un des accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Si tu ne l'as pas lu, je t'invite à lire les 4 accords Toltec, dans lesquels il y a un désaccord qui est « Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Tu te prends la balle de tennis derrière la tête parce que ton partenaire a renvoyé la balle vers le camp adverse. Tu vas te dire que c'est accidentel. Tu vas pas te dire que ça a à voir avec quelque chose qu'il a contre toi. Tu ne vas donc pas en faire une affaire personnelle, quelle que soit la douleur liée et les conséquences relatives au fait que tu as pris la balle dans la tête. Tu vas relire les actes depuis l'intention de base, que je voudrais qu'il soit une intention de base chez toi. Apprendre à ne pas prêter d'intention hostile. Apprendre à ne pas soupçonner le mal. Et on pourrait ajouter, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'amour que l'amour n'est pas là. Si tu veux savoir s'il y a de l'amour, demande à ton partenaire. Qui plus est, n'est pas forcément en mesure de te le dire tout le temps. Parce que parfois, il a l'impression qu'il ne t'aime pas et il confond avec le fait qu'il ne supporte pas des choses que tu as faites. Alors que s'il supportait les choses que tu as faites, il t'aimerait. C'est aussi une difficulté pour nous au sujet de l'amour, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet maintenant. Le couple ne s'abîme pas quand il y a des désaccords, je le rappelle, il s'abîme quand on oublie qu'on joue dans la même équipe. Le couple s'abîme quand on oublie que l'on joue dans la même équipe. Alors, reste attentif en observant tes pensées, à repérer les signaux que j'ai évoqués, à ajuster ta posture avec les 2 réglages que tu peux mettre en œuvre, de manière à envoyer de l'amour en conscience, sortir du jugement pour revenir vers ton partenaire et t'asseoir à côté de lui. C'est à partir de là que tu peux vraiment lui dire « J'ai eu le sentiment que nous n'étions pas dans la même équipe. » Ou bien « J'ai l'impression que l'amour que tu as pour moi s'est altéré. » Ou « Est-ce que tu te sens impliqué dans la relation comme tu voudrais l'être? » Ou peut-être « Est-ce que tu me sens impliqué dans notre couple comme tu aimerais que je le sois ?» Et là, ça peut être l'occasion d'une rencontre verticale. On n'est plus en train de parler de la pluie du beau temps. Comment ça va? Ouais, ça va, je t'en fais pas. On est en train de creuser vraiment, de se rencontrer,
d'ouvrir ses tripes, de se déshabiller. J'aime bien le verbe se dévoiler, où on va lever le voile pour que notre partenaire voit la coulisse de qui l'on est.